Madame le Premier Président, Monsieur le Procureur général, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Monsieur l'adjoint au maire, représentant Monsieur le maire de Bordeaux, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les présidents des conférences des premiers présidents et des procureurs généraux, Monsieur le préfet de région, Madame la présidente de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, Madame la procureure du tribunal de grande instance de Bordeaux, Madame la bâtonnière, Monsieur le directeur de l'École nationale de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature et du conseil pédagogique, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les auditrices et auditeurs de justice, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je m'adresse à vous d'abord, Mesdames les auditrices de justice, Messieurs les auditeurs de justice. Vous venez de prêter serment, de garder le secret professionnel et de vous conduire en tout comme une digne et loyale auditrice, comme un digne et loyal auditeur de justice. Je vous avouerai que lorsque j'ai pris la décision de restaurer ce serment, je savais que je rétablissais une séance de grande solennité. Je ne m'attendais pas à ce que vous nous offriez un moment de si forte émotion. Vous venez de prêter serment. C'est l'aboutissement d'un travail que vous avez effectué dans vos études et dans la préparation intensive de ce concours qui est l'un des plus difficiles et les plus beaux de la fonction publique, et j'ajouterai de la République. En vous regardant lever la main droite et prêter serment, j'ai perçu chez chacune d'entre vous, chez chacun d'entre vous, un sentiment de fierté, mais aussi de gravité, signalant que vous prenez toute la mesure de la charge qui, dorénavant, va vous incomber durant le temps de cette formation. Cette fierté, vous la ressentez légitimement, vous la partagez avec vos familles, vos proches, avec toutes celles et tous ceux qui vous accompagnent depuis plusieurs années, vous fréquentent, vous entourent. Ce sentiment de fierté, nous le partageons aussi. Nous le partageons parce qu'à vous regarder, nous voyons à quel point la magistrature accueillera des magistrats, bientôt magistrates, qui apporteront leur part à l'œuvre de justice. Je peux vous dire que j'ai éprouvé moi aussi une très forte émotion et un sentiment de fierté de vous voir ressembler autant à la France. Évidemment, je n'ai aucun mérite à ce que vous soyez si belle, si beau et si semblable à la France. Mais j'en ai un peu quand même. En tout cas dans la cérémonie de cet après-midi. Parce que vous êtes 268 à prêter serment, c'est une promotion de 275 auditrices et auditeurs de justice. Du jamais vu depuis 2006. Vous avez été 384 à être admis à un concours ou à obtenir un avis favorable définitif de la commission d'avancement. Avec les effectifs de l'an dernier, c'est le meilleur résultat depuis une dizaine d'années. Parmi vous, 13 sont passés par les écoles préparatoires de l'École nationale de la magistrature. Vous êtes 64 à relever de l'article 18.1, c'est-à-dire être admis sur titre, apporter, comme le disait Madame le Premier Président tout à l'heure, apporter une expérience professionnelle différente. Nous allons donc continuer à ouvrir le nombre de postes nécessaires pour assurer à notre institution judiciaire le nombre de magistrates et de magistrats nécessaires à cette œuvre de justice. Nous allons infléchir de façon tout à fait sensible, comme nous avons commencé à le faire, le nombre de celles et de ceux qui, comme vous, vont entrer en formation afin d'entrer après dans nos juridictions. Nous allons infléchir parce que ces dernières années, une centaine de postes ont été ouverts chaque année.
Nous savons qu'il est nécessaire d'en ouvrir 300 pour assurer le renouvellement de génération naturel dans nos juridictions. Mais nous avons bien vu qu'il ne suffit pas d'ouvrir des postes, parce que l'an dernier, tous les postes qui ont été ouverts n'ont pas été pourvus. Nous avons compris qu'il y avait un travail à effectuer pour améliorer l'attractivité de ce beau métier multiple, parce que le métier du magistrat, c'est 1000 métiers sous un métier. Nous savons qu'il faut attirer les meilleurs étudiants et nous nous y sommes attelés. J'ai demandé à la direction des services judiciaires ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature de sensibiliser les meilleurs étudiants par toutes les voies possibles pour qu'ils soient attirés par nos 3 concours d'accès à l'École nationale de la magistrature. Les résultats sont là, avec vous. C'est le résultat de rencontres, de sensibilisation d'étudiants, de participation à des forums, et même, il y a quelques mois, de rencontres avec les doyens des facultés de droit, ainsi qu'avec les directeurs des instituts d'études judiciaires. Et nous avons recommencé à attirer les meilleurs, et c'est pour ça que vous êtes avec nous cet après-midi. Et ce résultat se poursuivra puisque pour l'année 2014, nous avons déjà 2300 candidats. Et si enfin nous arrivons à pourvoir les postes ouverts, à attirer de brillantes et brillants étudiants, candidats, c'est parce que nous avons travaillé aussi à restaurer le respect dû à la magistrature. Si ces dernières années, les plus brillants d'entre vous ont boudé partiellement nos concours, c'est parce qu'à bon droit, ils se sont interrogés quant à savoir quelles raisons ils auraient d'épouser ce métier qui paraît si beau, si majestueux, mais qui en même temps était si fréquemment décrié. C'est donc cette politique de recrutement, mais aussi ces campagnes de sensibilisation et cette pratique respectueuse de la magistrature qui, je crois, rétablit la confiance. Assurer le respect vis-à-vis des magistrats, garantir l'indépendance de la magistrature. C'est une ambition que s'est fixée ce gouvernement. L'indépendance de la magistrature, vous devez l'avoir, bien entendu, vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis de l'exécutif. Mais vous devez l'avoir aussi vis-à-vis des réseaux. Vous devez l'avoir vis-à-vis de vous-même, de vos sympathies, de vos aversions, de vos élans, de vos réticences. Mais avoir l'indépendance vis-à-vis de ce pouvoir politique, de ces réseaux, de soi-même, ne signifie pas se renfermer sur soi, se replier sur soi, ne signifie pas se méfier de tous, ne signifie pas rayer toute relation. Au contraire, vous êtes appelés pour faire œuvre de justice, à savoir installer des relations de confiance, de dialogue, à savoir écouter, entendre, à vous rendre réceptifs aux expériences des autres, aux sensibilités des autres, aux propos des autres. Parce que faire œuvre de justice, c'est une très lourde responsabilité. C'est une mission qui appelle l'intelligence, la sensibilité, le courage, et ici, dans la ville de Montaigne, la rectitude et la justice. Ce gouvernement, sur l'engagement du président de la République, veille à assurer cette indépendance. Ces dernières années, le ministère public en particulier a subi injustement des propos, des accusations, une disqualification, de suspicion, de vassalisation, d'inféodation au pouvoir. Nous avons décidé de poser des actes pour marquer notre volonté de garantir et de respecter l'indépendance de la magistrature. Dès le 19 septembre 2012, dans une circulaire, j'ai énoncé que ce gouvernement ne donnerait aucune instruction individuelle dans les procédures pénales. Et j'ai consolidé cette interdiction d'instruction individuelle
dans la loi qui fut promulguée le 25 janvier 2013. Nous poursuivrons cette œuvre d'indépendance de la magistrature et singulièrement du ministère public, en assurant une nomination conforme à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je m'y soumets depuis 20 mois et nous avons essayé déjà d'inscrire ce respect de l'avis conforme dans la Constitution. Ce projet de réforme constitutionnelle n'a pas abouti. Nous l'avons déjà repris. Nous avons déjà repris les consultations de façon à sensibiliser les parlementaires à la nécessité de voter ces dispositions, que nous inscrivions dans la Constitution que tout gouvernement devra respecter l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature sur la nomination des magistrats du parquet, comme il doit le respecter sur la nomination des magistrats du siège. Dans ce projet de réforme constitutionnelle, nous alignons également le régime disciplinaire des magistrats du ministère public sur celui des magistrats du siège. Il importe que la profession puisse apprécier en toute lucidité, en toute impartialité, les fautes commises et prononcer les sanctions méritées. Les hauts magistrats doivent appliquer la politique pénale du gouvernement. Les orientations de cette politique pénale sont énoncées dans des circulaires impersonnelles et générales qu'au nom du gouvernement, je présente à nos parquets généraux. Et c'est à nos hauts magistrats, à nos procureurs généraux, d'appliquer, en les appréciant, en les adaptant, en les ajustant si nécessaire à leur ressort, d'appliquer ces orientations de politique pénale. Ces dispositions sont rappelées dans le Code de procédure pénale. Cette indépendance est essentielle. Elle est la garantie que vous serez en situation de requérir et de juger au nom du peuple français. Vous êtes des auditrices et des auditeurs de justice. Vous venez de prêter serment, ce qui marque votre entrée dans cette brillante école, que vous aurez toutes les raisons d'apprécier, toutes les occasions d'apprécier, et vous contribuerez à son rayonnement. Vous avez intégré cette brillante école nationale de la magistrature. Vous allez vivre ensemble 31 mois théoriques, parce que vous passerez du temps séparés dans des cabinets d'avocats, dans les juridictions, et vous allez passer du temps ensemble dans cette très belle école. Je sais que déjà vous avez passé du temps ensemble avec le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation. Il m'a été dit à quel point vos questions étaient pertinentes, sérieuses, précises, profondes, révélant la qualité de votre réflexion et la maturité dont vous faites preuve déjà. Je sais que le secrétaire général de l'Institut des hautes études pour la justice, Antoine Garapon, vous a expliqué la symbolique du serment, de la robe, de la salle d'audience. Il est bon que, entrant dans cette fonction et cette très belle mission, vous en connaissiez l'histoire et la signification de ce qui peut apparaître effectivement comme du décorum, mais qui est la marque de la solennité indispensable à cette si belle, si haute, mais si lourde mission de juger. Vous êtes des auditrices et des auditeurs de justice. Étymologiquement, vous êtes appelés à écouter. Je ne sais pas s'il existe une génération qui sache écouter, ou en tout cas qui sache ne faire qu'écouter. Mais vous allez écouter, vous allez recevoir, vous allez recueillir, vous allez accueillir tout ce qui vous est offert, du savoir de ceux qui vont vous enseigner les diverses matières, de la réflexion, mais des interrogations aussi. Vous êtes des auditeurs étymologiques, donc vous allez écouter. Vous êtes des auditeurs aussi, libres de penser,
libre d'auditer en quelque sorte ce qui vous sera transmis, libre d'exercer l'acuité de votre esprit critique, libre de vous comporter en singulier citoyen qui pense par devers eux-mêmes, qui pense grâce à tous ceux qu'ils ont appris, qui pense à travers leurs propres réflexions, qui pensent en scrutant ce qu'on leur enseigne. Et je vous invite très fortement à penser, à conserver la distance nécessaire, à vous autoriser à passer au crible de votre critique les enseignements qui vous sont transmis, non par simple esprit de contradiction, non pour contester ni pour défaire, mais parce que vous avez votre part à apporter à l'œuvre de justice, à la réflexion sur la justice. Vous avez votre sensibilité à apporter. Vous avez votre perception de votre génération, de votre temps, de votre environnement à apporter. Mais vous devez le faire avec la conscience qu'on ne bouscule pas aisément un édifice aussi majestueux que l'institution judiciaire. Liberté critique, liberté d'appréciation, avec la pondération nécessaire, parce que votre réflexion portera sur un pilier de la démocratie. Vous arrivez à un moment, comme le rappelait le procureur général, vous arrivez à un moment où est engagé un projet de réforme judiciaire. C'est un projet que j'ai souhaité écrire avec l'institution judiciaire, avec les magistrats, avec les greffiers. C'est un projet que j'ai voulu enrichir des expériences et réflexions, des reculs. C'est une réforme que j'ai voulu concevoir comme une œuvre commune. Je vous invite, si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, à prendre connaissance des rapports, des groupes de travail et commissions qui ont réfléchi à la justice du XXIe siècle sous l'angle que j'ai souhaité, une institution au service du citoyen. J'ai donc, et l'institution tient à votre disposition, le rapport de l'Institut des hautes études pour la justice sur l'office du juge, le rapport sur le juge, le rapport sur la juridiction du XXIe siècle et le rapport sur le ministère public. Je vous invite également à prendre connaissance des actes du grand débat national que nous avons tenu à la maison de l'UNESCO les 10 et 11 janvier passés, récents. Vous allez, à partir de ces travaux, nous avons conçu des scénarios pour cette réforme judiciaire. Ce projet est transmis aux assemblées générales qui vont se réunir, vous le savez, entre la mi-février et jusqu'à la fin mars normalement, mais avec un délai supplémentaire compte tenu de la charge de travail jusqu'à la mi-avril. C'est une période où vous serez en stage dans un cabinet d'avocats. Vous savez que cette réforme judiciaire concerne l'institution judiciaire, mais bien entendu toutes les cultures professionnelles de celles et ceux qui contribuent à l'œuvre de justice. Les cabinets d'avocats qui vous accueillent sont également concernés. Je ne doute pas, ou en tout cas j'espère, qu'à cette occasion, vous en débattrez avec ces partenaires de la justice. Vous pourrez aussi demander à participer aux assemblées générales qui se tiendront dans les tribunaux de grande instance du ressort où vous effectuez votre stage. Cette réforme judiciaire est un projet de société en soi. C'est un projet de société parce que la réflexion porte sur les mutations de la société, ses métamorphoses, ses attentes qui ont changé des citoyens. Une justice au service des citoyens. Une justice qui reconnaisse le citoyen comme sujet de droit, comme être responsable et éclairé, capable de contribuer à l'élaboration de la solution à son litige, à son conflit. Une justice qui, comme le souhaitait le procureur général,
et Madame le Premier Président, soit plus lisible, plus cohérente sur l'ensemble du territoire. Donc organisée à partir d'une juridiction unique dont il faudra définir le périmètre. Le sujet est encore en débat, tant les divergences sont encore fortes. Mais une justice qui interroge aussi les méthodes de travail, la communauté de travail en tant que telle, les équipes de travail et les métiers eux-mêmes, y compris le métier de greffier. C'est autour de cette réflexion que nous espérons recueillir vos contributions là où vous serez, sous la forme que vous jugerez utile. Vous intégrez cette École nationale de la magistrature où vous apprendrez pendant 31 mois. Vous apprendrez entre les stages, en juridiction, chez les avocats, mais pendant tout ce temps que vous passerez dans l'école avec les enseignants, vous apprendrez. Cette École nationale de la magistrature est d'un beau rayonnement, national et international. C'est un magnifique fleuron. C'est une école qui a eu l'intelligence, la souplesse, le courage de s'adapter aux évolutions et aux nécessités. Elle a su répondre, construire, élaborer, tailler des réponses aux demandes nouvelles qui lui étaient faites. Par exemple, d'assurer la formation des juges consulaires. Elle a su introduire des réformes organisationnelles, internes, pour être plus opérationnelle. Nous allons réformer prochainement la loi organique qui définit le statut des magistrats. Et nous allons permettre que, par le biais de cette École nationale de la magistrature, soient diversifiés les recrutements, soient multipliées les passerelles, de façon à ce que, en plus de votre stage chez l'avocat, dont nous réfléchissons d'ailleurs à la durée, vous puissiez, en tout cas ceux qui vous suivront, puissent effectuer des stages dans d'autres environnements judiciaires et juridiques, assurer des passerelles plus fluides entre cette belle mission de magistrat et les autres métiers du droit. Nous allons également donner satisfaction à une demande récurrente qui concerne ceux qui sont en stage de changement de fonction pour leur permettre d'exécuter un certain nombre d'actes. Cette École nationale de la magistrature, je vous le disais, a un rayonnement international, mais là aussi, surtout, d'abord, une crédibilité, une efficacité particulière sur le territoire. Parce qu'elle a été capable jusqu'à maintenant d'être à l'écoute des évolutions de la société, des demandes de la société. Mais elle doit l'être plus encore avec cette réforme judiciaire. Elle doit être encore plus attentive, plus réceptive, plus constructive aussi dans l'élaboration d'outils pédagogiques qui permettent à celles et ceux qui viennent en formation de disposer de ces outils qui leur permettront d'être plus efficaces dans leur mission. Pour cela, vous aurez, parce que les choses sont déjà en cours, à vous adapter davantage que ça ne l'est maintenant dans un certain nombre de procédures. Je pense à la conciliation et à la médiation. La mission première du juge, d'ailleurs, c'est la conciliation, telle que l'énoncent les premiers articles du Code de procédure civile. D'ailleurs, jusqu'en 1958, nous avions des juges de paix. Il importe d'établir, d'ailleurs, Monsieur le procureur général l'évoquait tout à l'heure, il importe d'établir une autre relation entre les magistrats et les médiateurs et conciliateurs. Il importe que vous soyez de plus en plus sensibilisés à ces procédures, ainsi qu'aux procédures participatives que les avocats mettent en œuvre. Cela va demander un peu de temps, mais ce sera du temps gagné, car comme l'indiquaient notamment les greffiers lors du grand débat national à la maison de l'UNESCO, cela évitera des retours récurrents sur les mêmes affaires. Vous aurez donc à vous sensibiliser de plus en plus
à ces procédures de conciliation et de médiation. De même, vous aurez à vous interroger sur la jurisprudence à laquelle vous allez contribuer. La jurisprudence doit être de plus en plus prévisible. Mais la jurisprudence s'écrit collectivement, puisqu'elle va au-delà de la loi, puisqu'elle interprète. Elle s'écrit collectivement. Or, la mission de juger, c'est beaucoup et s'exerce encore beaucoup de façon individuelle. Il arrive que l'on confonde l'indépendance et l'exercice individuel de la mission de juger. Mais heureusement, sur de nombreux contentieux, la collégialité est de mise. Pour la jurisprudence aussi, la collégialité doit l'être. Et l'École nationale de la magistrature, dans sa formation, vous enseignera la bonne distance à trouver entre la nécessité d'harmoniser les décisions, donc d'écrire ensemble cette jurisprudence, et la liberté de juger, donc en conscience, d'apprécier les éléments à votre disposition et de décider. Vous aurez également à travailler avec les greffiers, un métier qui s'interroge, des métiers qui s'interrogent, les greffiers en chef et les greffiers, qui s'interrogent aussi à la lumière de cette fonction dans les pays voisins avec lesquels nous développons nos relations judiciaires, puisqu'avec l'Union européenne, nous créons un espace de liberté, de sécurité et de justice. Les greffiers sont le premier contact de l'institution judiciaire avec les tiers. Le justiciable, l'avocat, l'officier ou l'agent de police judiciaire, l'éducateur, les personnels pénitentiaires, principalement pour les maisons d'arrêt. Les greffiers sont la porte d'entrée de l'institution judiciaire. Ce sont des techniciens des procédures. L'IHJ, d'ailleurs, les appelle les maîtres de procédure. Il est bon que vous vous connaissiez de plus en plus et de mieux en mieux. Des relations sont établies entre l'École nationale de la magistrature et l'École nationale des greffes. Mais il est nécessaire, je crois, de réfléchir à aller plus loin et à envisager des formations communes sur certains modules entre magistrats et greffiers. Vous aurez à travailler constamment ensemble. Il est bon que chacune, chacun soit bien imprégné de la culture professionnelle et des responsabilités de l'autre. Vous aurez également à établir et à gérer des contacts réguliers avec les avocats, qu'on appelle les auxiliaires de justice et qui, de mon point de vue, sont des partenaires de la justice, contribuent à l'œuvre de justice. Les droits de la défense sont reconnus dans notre législation. Nos audiences sont publiques, contradictoires. Nous avons la possibilité de faire appel en cas d'insatisfaction sur un jugement. L'avocat joue un rôle important dans l'œuvre de justice. Les relations sont bonnes entre l'École nationale de la magistrature et le Conseil national des barreaux, ainsi qu'avec les écoles de formation du barreau. Mais il est bon que ces relations s'intensifient, se développent, se modernisent. Vous effectuez un stage, vous allez le commencer très bientôt, il est long. Nous avons déjà envisagé d'en réduire la durée. Mais il n'est pas absurde d'imaginer que les avocats eux-mêmes effectuent des stages en juridiction. Je passe très vite, c'est à eux que la question doit être posée, c'est à eux que la suggestion doit être soumise. Mais il est important que vous sachiez que vos relations avec cette profession seront des relations continues. Vous aurez également à travailler avec les juges non professionnels. En qualité de magistrat, vous n'avez pas à connaître directement des contentieux sociaux, du droit du travail, des contentieux économiques, mais vous aurez à en connaître en qualité de juge départiteur ou dans les procédures d'appel. Nous émettons des exigences fortes sur les magistrats, sur les juges non professionnels. Nous avons déjà introduit des dispositions dans un projet de loi d'habilitation, qui est devenu une loi d'ailleurs, et nous en introduisons d'autres dans un projet de loi sur la justice commerciale. Il est bon que vous développiez vos relations avec ces juges non professionnels, et pourquoi pas, que nous envisagions que vous puissiez passer
aussi un temps de stage, de connaissance dans ces juridictions au contact de ces juges non professionnels. Vous aurez à développer ces relations. Elles existent dans un cadre formalisé, mais vous aurez à y apporter votre compréhension des choses, votre intelligence des personnes, des lieux, des moments, des relations, des opportunités, des circonstances, des soubassements. C'est en donnant ce qui, en vous, détermine la qualité de votre relation à l'autre que vous établirez, avec toutes ces professions, des relations fructueuses pour l'œuvre de justice, pour le justiciable, Parce que nous réfléchissons, nous travaillons, nous légiférons, nous appliquons pour le justiciable, pour le citoyen, pour qu'il sache que l'institution judiciaire est bien à la fois ce service public particulier, est bien cette autorité constitutionnelle qui lui garantit ses droits, est bien cette porte d'entrée lorsque, affaibli par une circonstance ou structurellement, il a besoin du secours de la puissance publique. C'est pour le justiciable que nous œuvrons. C'est pour lui que nous réformons la justice. C'est parce que nous savons que sa confiance est importante dans la solidité de l'institution judiciaire que nous voulons vérifier que cette confiance existe et se consolide. À l'occasion du débat national à l'UNESCO, Pierre-Rose Vallon, professeur au Collège de France, nous a rappelé ce que sont les institutions invisibles. D'abord la confiance. Cette confiance, vous l'aurez. Le citoyen ne demande qu'à vous la montrer, qu'à vous l'offrir. Cette confiance, vous l'aurez dans la rectitude et la justice, comme disait Montaigne. L'autre institution invisible, c'est l'autorité. Cette autorité, vous la tiendrez, bien sûr, de la fonction que vous exercerez, bien sûr de la belle, noble et haute mission que vous accomplirez, mais vous la tiendrez de votre attitude, de vos propos, de vos actes. Vous la tiendrez de la relation que vous nourrez avec les justiciables. Vous la tiendrez de l'image que vous donnerez de la justice. La légitimité est la troisième institution invisible. Cette légitimité, elle est intrinsèque à la fonction. Pour le peu que la fonction se donne à voir comme étant à la fois d'impartialité et de proximité. La proximité essentielle, la proximité géographique. Et c'est à elle que nous répondrons avec cette juridiction unique. Mais la proximité aussi, au sens où il importe de saisir l'attente, la demande de chaque justiciable, où il importe que la puissance publique, par l'institution judiciaire, parce que c'est l'institution la plus chargée d'empathie et la plus chargée de la responsabilité de veiller au bien-être des citoyens. Cette proximité, c'est une attention permanente, précise, singulière à chaque justiciable, à chaque citoyen. En qualité de futur magistrat, donc lorsque vous le serez devenu, vous serez confronté à des situations difficiles sur le plan humain. Rendre la justice, c'est trancher un litige, trancher un conflit, punir un délit, punir un crime. Mais c'est aussi dans la justice civile redonner de l'espoir, rétablir une juste répartition des fautes ou des réparations des fautes. Dans la justice pénale, vous serez confronté à des situations difficiles sur le plan humain. Vous pourrez peut-être vous sentir seul parfois. Madame le Premier Président vient de vous le rappeler. Ne vous enfermez pas dans cette solitude.
N'oubliez pas que vous ne réduisez en rien votre indépendance si vous parlez à d'autres, si vous interrogez d'autres sur leurs pratiques, si vous vous confiez à d'autres dans le respect de la déontologie, du secret professionnel sur lequel vous venez de porter serment. Vous n'entamez pas votre indépendance si vous apprenez à réfléchir avec d'autres, si vous savez mesurer la bonne distance entre le doute et la responsabilité de la décision, entre l'humilité, non pas la modestie, mais l'humilité, s'interroger, soi, se demander, entre cette humilité et la rigueur. Vous serez confronté aussi, sans doute, à des situations parfois exaspérantes, parce qu'il vous sera exposé des demandes contradictoires. On vous demandera de juger de plus en plus vite, on vous le demande déjà. On le demande déjà à ceux qui sont en fonction, de juger de plus en plus vite et en même temps de juger en qualité, de juger de plus en plus vite et en même temps de savoir que vous engagez votre responsabilité. On vous demandera d'être de plus en plus proche des citoyens, et je suis la première à le faire, d'être de plus en plus proche tout en sachant qu'il y a des contentieux de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles, de plus en plus polymorphes. On vous demandera de juger à chaque fois une situation, une personne, des circonstances, des faits précis, d'individualiser. Je suis la première à vous demander d'individualiser. Et en même temps, nous savons que le citoyen, le justiciable, demande de plus en plus de prévisibilité, demande à percevoir de plus en plus tôt la probabilité de la décision. Il vous faudra répondre à ces contradictions parce qu'elles font partie de la vie. Il vous faudra y répondre en inventant, entre autres, de nouvelles méthodes. Et c'est pour cela que vous êtes la justice du XXIe siècle. Vous êtes la justice du XXIe siècle parce que c'est vous qui pouvez faire miel de la réflexion, de l'expérience, de ce que vous transmettent celles et ceux qui sont actuellement en fonction. C'est vous qui pouvez en faire miel et l'adapter pour le rendre encore meilleur à l'attente des citoyens du XXIe siècle. Vous êtes cette justice du XXIe siècle. Et si cette justice du XXIe siècle vous ressemble, telle que je vous ai vu cet après-midi, si elle ressemble à votre sentiment de fierté, si elle ressemble à ce port de dignité, si elle ressemble à ce sens de la responsabilité qui va vous incomber au terme de ces 31 mois de formation, si elle ressemble à cette conscience que vous aurez du rôle éminent que vous aurez à jouer sur ces 3 piliers de la démocratie, que sont la liberté, le respect des libertés individuelles, l'exercice des libertés publiques. Si vous avez conscience de ce rôle éminent pour l'égalité, l'égalité des droits, l'égalité de tous devant la loi, si cette justice du XXIe siècle ressemble à ce que vous ferez de la fraternité, parce que dans notre institution, même lorsqu'on juge très sévèrement, on juge sans haine, on juge pour réparer, on juge pour amener celui qui a transgressé les règles et les lois à se réhabiliter.
Si cette justice du XXIe siècle ressemble donc à votre port digne et fier, à votre conscience claire de vos responsabilités, à votre sens du service public particulier que constitue cette autorité constitutionnelle, si la justice du XXIe siècle vous ressemble, mesdames les auditrices de justice, messieurs les auditeurs de justice, alors je sais qu'elle sera encore plus forte et plus belle.